Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Taxe d'habitation, taxe foncière, vous vous dites sans doute que tout a été dit sur le sujet et que dans tous les cas, chaque année apporte son nouveau lot de constats préoccupants, d'un côté sur les effets de la suppression de la taxe d'habitation et de l'autre sur les augmentations continues de la taxe foncière. J'ai toutefois trouvé intéressant de réunir sur ce sujet fiscal des professionnels différents afin de confronter leurs points de vue et bien entendu obtenir un débat plus constructif. 3 invités qui pratiquent donc des métiers différents pour cet épisode. Norbert Fanchon, président du groupe Gambetta et promoteur et bailleur social. Stéphane Fritz est président de Guy Hockey l'immobilier. Il pratique la transaction et la gestion immobilière. Et enfin, Sylvain Grattalou est professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3 et président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Norbert Fanchon, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Et Sylvain Grattalou, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Commençons cet épisode dédié à la taxe foncière avec d'abord la parole des professionnels de l'immobilier. Que s'est-il passé en France quand la taxe d'habitation a été supprimée, Norbert Fanchon ? Je vais revenir à une déclaration du Premier ministre, du dernier Premier ministre. Oui. Quand tu casses, tu répares. Quand tu salis, tu nettoies. Oui. Quand tu consommes, tu payes. Et en fait, la taxe d'habitation, c'était ça pour les communes. On consommait des services, des services de la voirie, des services administratifs, et on payait la taxe d'habitation. En fait, quand on enlève la taxe d'habitation, quand le président Macron enlève la taxe d'habitation, on enlève le lien entre consommation et paiement. Oui. Et donc, on casse le lien entre logement, au final, entre logement et richesse des communes. Et on casse le fait que les communes avaient besoin de construire des logements neufs pour développer leur territoire, développer leurs services, développer leur attractivité. Et ce qui se passe en 2017, c'est qu'on détricote tout ça. Oui. Et on a beaucoup de mal aujourd'hui à le retrouver. Et c'est ce qui manque quand on va voir les maires pour dire on voudrait construire des logements neufs. Ils me disent mais pourquoi vous voulez que je construise des logements ? Ça sert à quoi ? Avant, ça servait à enrichir. Maintenant, ça sert plus à rien. Et puis les effets sur le logement ont été extrêmement graves et maintenant on le voit. Alors, on ne l'a pas vu effectivement pendant des années parce que ça a été masqué par des taux bas et la crise du Covid. Donc beaucoup de choses sont passées par là. Et là, aujourd'hui, on est en 2024 et effectivement, le marché s'est retourné et on a un effet d'effondrement. Les chiffres seront communiqués bientôt par la Fédération des promoteurs. On est à moins 40, moins 50% sur 2 ans. C'est du jamais vu depuis 2000. Et vous alertiez déjà en 2021 dans le journal L'Opinion sur cette situation. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas pu vous entendre tous. Le gouvernement a été prévenu surtout depuis 2017, a été prévenu sur la réforme des HLM avec la taxe sur les loyers, a été prévenu sur le changement de la taxe d'habitation. On ne peut pas dire qu'effectivement ils ont été prévenus et on sait exactement aujourd'hui la situation dans laquelle on est, elle était connue, on pouvait l'anticiper, oui. Stéphane Fritz, vous qui êtes à la tête d'un groupe spécialisé dans la transaction et la gestion immobilière, que pensez-vous de la suppression de cette taxe d'habitation ? Et notamment, quelles ont été les conséquences de la suppression de cette taxe pour le logement ? Et je pense aux investisseurs, par exemple. Alors déjà, personne ne l'avait demandé. C'est bien de le rappeler. Oui, personne ne l'avait demandé. C'est aujourd'hui une situation, je pense, inefficace économiquement et injuste socialement. Inefficace économiquement parce que ça fait partir les investisseurs privés, dont on peut rappeler qu'ils sont 65% du parc locatif. Et puis ensuite, socialement injuste, parce qu'aujourd'hui, les retraités, qui sont souvent ces investisseurs privés, ont des revenus fixes et le transfert de l'impôt locaux, des impôts locaux sur la taxe foncière, aujourd'hui, vient les mettre en difficulté, en forte difficulté. Ce que disait aussi Norbert, c'est que est-ce qu'il est complètement inconséquent de penser qu'on paye pour les services qu'on utilise aussi ? Quand je dis c'est socialement injuste, c'est exactement ce que vient de dire Norbert, mais je ne vais pas reprendre derrière lui les mêmes choses. Mais aujourd'hui, les services qui sont les impôts locaux, c'était pour payer les services consommés par le locataire, non pas par le propriétaire, qui souvent habite parfois à l'extérieur. Est-ce que la suppression de la taxe d'habitation a eu un effet positif sur le pouvoir d'achat des locataires, par exemple, puisque c'était l'argument qui était avancé ? Il a été gommé immédiatement par l'inflation de toute façon, donc j'ai envie de vous dire non. Et c'est un non radical, net, précis ? Non, il a dû être certainement pas partiellement et par certains côtés, mais il a de toute façon été complètement gommé par l'inflation. Sylvain Grattalou, l'UNPI dispose d'un observatoire de la taxe foncière qui chaque année communique des chiffres très attendus. À quoi faut-il s'attendre cette année du côté de la taxe foncière ?
Alors certainement pas une bonne surprise, mais en tout cas la continuité des années précédentes, Oui. à savoir une augmentation, on le sait déjà, de la base locative, bien sûr, et puis également certaines collectivités ont déjà délibéré pour une augmentation de leur part. Donc on aboutit sur 10 ans à une augmentation de la taxe foncière qui est proche de 30%. Ce qui est phénoménal. Et c'est vrai qu'en augmentant un petit peu chaque année, on ne mesure pas que sur cette période-là, on est à 30%, alors même que les loyers ou l'inflation sont largement inférieurs. On connaît fort bien, puisque l'UNPI a souvent communiqué sur la question, le ressenti négatif des propriétaires français confrontés à des hausses continuelles de cette taxe foncière déjà depuis plusieurs années et à chaque fois de façon assez importante notamment. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que la question du pouvoir d'achat, ce n'est pas la seule prérogative des locataires. Bien sûr que non. Et Oui. ça, c'est quelque chose qui est un phénomène probablement nouveau. Enfin, en tout cas, dans la prise de conscience. Et les propriétaires ont été un peu anesthésiés durant des années parce que finalement la taxe d'habitation, elle augmentait, ça faisait partie de la taxe foncière, pardon, ça faisait partie de toute augmentation, de toute taxe. Là, on sent qu'ils sont arrivés au bout du bout. C'est-à-dire que la taxe foncière et son augmentation vient s'ajouter et se conjuguer à plein d'autres mesures qui finalement ne concerne que les propriétaires. Je pense à l'encadrement des loyers ou d'autres choses. Donc à un moment donné, on sent qu'il y a un début de paupérisation des propriétaires et il faut rappeler que ces propriétaires constituent la classe moyenne. Et je ne crois pas que si on appauvrit la classe moyenne, on puisse avoir une croissance économique qui puisse repartir. Donc c'est une belle erreur que de vouloir s'attaquer à cette majorité des Français. Tiens, je vais poser une question à Stéphane qui n'était peut-être pas prévue. Est-ce que la question de la taxe foncière devient un sujet dans l'acte d'achat d'un bien immobilier ? Évidemment, toutes les charges, d'ailleurs pas seulement la taxe foncière, l'intégralité des charges aujourd'hui sont Oui. un vrai sujet dans l'achat Oui. immobilier. En plus, au taux des crédits qui sont venus, l'inflation Oui. qui vient faire perdre du pouvoir d'achat aux gens, donc forcément, tout est un sujet. La rénovation énergétique est un sujet aujourd'hui, qui n'en était pas encore il y a 3 ou 4 ans. Enfin, tout est un sujet, et les gens regardent dans le détail, donc les discussions entre les acheteurs et les vendeurs sont de plus en plus complexes. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, il y a quelques années, on regardait le bien, on regardait son prix, on regardait les honoraires aussi des agents immobiliers, et pas forcément toutes les petites lignes là sur cette fiche présentée par l'agent immobilier. Et maintenant, elles deviennent au cœur du sujet. Les 5 dernières années, j'ai envie de vous dire qu'on ne regardait rien, on faisait une offre rapidement. Oui, aujourd'hui, on regarde tout dans le détail parce qu'on s'engage, encore une fois, un peu de façon différente, parce que déjà, l'argent coûte beaucoup plus cher et que tout coûte plus cher, et pas seulement l'argent. Et pour le promoteur, par exemple, aussi, qu'est-ce qu'elle a changé, cette taxe foncière, dans la manière de voir les choses ? Radicalement tout. C'est le maire de Toulouse qui est une métropole un peu bizarre parce qu'il a 70% de ses habitants qui sont locataires. Oui. Et donc, c'est des gens qui sont là et qui ne payent pas l'impôt local. Et donc, il a ce problème de création de liens sociaux, et c'est ce que rappelaient Stéphane et Sylvain juste avant. Et donc, ça change toute la production de la ville et toute la production du logement. Et en fait, on a perdu cet équilibre. Et maintenant, comment le retrouver ? Comment les communes qui ont des finances de plus en plus dégradées, qui ont des besoins de produire de plus en plus de services, donc qui ont des contraintes aussi imposées par l'État, comment on peut retrouver cet équilibre ? On est un peu face au mur. Je ne suis pas sûr qu'on est devant une poule qui a trouvé un couteau. Je ne suis pas sûr qu'on ait de belles solutions, mais c'est une vraie difficulté pour nous. Je vais rebondir évidemment sur le mot équilibre pour demander à Sylvain Grattalou, président de l'UNPI, de peut-être revenir sur la proposition qu'il a faite, selon laquelle une partie de la taxe foncière pourrait être supportée et payée par le locataire. Oui, parce que finalement cette mesure, elle s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus globale sur la fiscalité. Et on mesure combien cette fiscalité est lourde pour une catégorie de la population. Et ça nous amène à penser effectivement que la taxe foncière, qui est attachée au bâti, finalement a toujours été considérée comme la taxe des propriétaires, qu'ils soient occupants ou non. Mais si on regarde son affectation, c'est-à-dire qu'il s'agit pour cette taxe foncière de financer des équipements collectifs ou des services publics, il me semble tout à fait juste que ceux qui en bénéficient puissent contribuer à ce financement-là. Or, manifestement, un propriétaire non occupant, lui, n'est pas concerné par cela. Et c'est vrai qu'il y a des exigences de la part des pouvoirs publics à l'égard des collectivités,
mais même les citoyens sont très exigeants. Quand vous avez une route qui n'est pas en bon état, on va immédiatement considérer que la collectivité ne fait pas son travail. Et le locataire va le faire. Simplement, il ne mesure pas que ça a un coût. Et aujourd'hui, je crois que c'est important que tout le monde, dans une situation économique difficile, puisse contribuer à hauteur de ses moyens, mais puisse contribuer et que ce soit la société entière qui puisse, à travers son action, se dire, voilà, on va tous faire quelque chose pour que notre société aille mieux. En considérant que seuls les propriétaires contribuent, quels que soient les mécanismes mis en place, on crée au contraire une fracture parmi la population et on ne s'en sortira pas davantage de cette manière-là. Et qu'est-ce que vous voulez dire par à hauteur de ces moyens ? Est-ce que vous avez une idée du quantum et de la proportion ? Mais dans la mesure où la taxe foncière augmente de façon considérable, est-ce qu'il est possible de demander à ce qu'elle soit récupérable dans sa totalité à l'égard du locataire ? Si c'est pour fragiliser davantage le locataire, je ne crois pas que ce soit forcément une bonne solution. Donc il faut voir aussi s'il ne peut pas y avoir des proportions qui peuvent être faites en fonction des ressources du locataire, en fonction aussi des ressources du propriétaire, parce qu'on parle d'un locataire qui peut avoir des ressources faibles, mais aujourd'hui, je crois que vous rappeliez tout à l'heure des personnes âgées qui avaient une retraite relativement faible, cette taxe foncière vient particulièrement affecter le montant. Donc c'est un équilibre, encore une fois, qu'elle a trouvé, et je pense qu'aujourd'hui, on ne trouve pas cet équilibre. Tout est désorganisé, nos sociétés est désorganisée, déséquilibrée, et ce ne sont pas ces petites mesures par-ci par-là qui permettront de retrouver, une dynamique positive. C'est à l'avocat que je vais m'adresser, puisque vous êtes avocat. J'ai quand même une question juridique. Vous avez rappelé que la taxe foncière, c'est un impôt sur le bâti. Et même si vous avez aussi évoqué son usage un peu perverti par les collectivités, est-ce qu'il est véritablement juridiquement exact de penser que cet impôt puisse être supporté, même partiellement, par un locataire, qui donc, par essence, n'est pas le propriétaire de ce bâti ? Mais on peut être propriétaire du bâti et occupant du bâti. Dans les deux formules, il y a le mot bâti. Donc tout dépend de la manière dont on appréhende les choses. Alors effectivement, on peut imaginer, si ça devait coincer, que le propriétaire conserve la taxe foncière, mais il faut inévitablement que le locataire puisse aussi contribuer. Les choses sont claires et vous l'avez rappelé, les caisses des collectivités sont vides. Donc, et il y a des demandes et des exigences et il faut bien qu'on vive ensemble. Donc il faut bien trouver des sous quelque part. Donc je crois que dès l'instant où tous les Français qui ont besoin de services et à qui on offre des services, que tous ces Français participent. Voilà. Je crois que c'est une question de justice sociale, d'équité fiscale. Et ne faudrait-il pas appeler les locataires à contribuer à nouveau, peut-être aussi à un nouvel impôt, un descendant de la taxe d'habitation qui se rattache, lui, pour le coup, à l'usage du logement et des collectivités ? Ça serait la formule la meilleure, mais encore faut-il que les pouvoirs publics acceptent d'une manière habile de se déjuger ou de revenir en arrière, bien sûr. Et ce n'est pas forcément très tendance de dire ça, mais je crois que si on se contente d'agir uniquement sur une catégorie de la population, inévitablement, on n'avancera pas d'une façon positive. Stéphane Fritz, vous avez l'air de vouloir réagir. Oui, non, on n'aura pas de retour en arrière de la taxe d'habitation. Donc, il va falloir faut que ce soit l'appeler autrement, admissible. Mais sur la contribution du locataire qui utilise les services dans la vie, je pense que c'est une évidence aujourd'hui. Et puis encore une fois, on n'a pas de vision globale. Aujourd'hui, on évoque ces sujets à l'aune de la taxe foncière, mais ce n'est pas le seul sujet. On a besoin des investisseurs privés pour pouvoir loger les Français demain. Il y a des vrais sujets et on n'a pas de plan assez général sur comment on va habiter ensemble demain. Et c'est peut-être ce qui manque. D'ailleurs, la députée Estrosi Sassone appelle peut-être à une loi de refondation du logement. Pour le coup, elle vient regarder de façon structurelle et conjoncturelle la situation. Elle appelle à un plan beaucoup plus général. Elle donne des mesures pour aider... pour soutenir la demande assez immédiate, comme le report à 2028. Alors moi, le report à 2028 pour loger les classes G et F, je ne suis pas favorable particulièrement au report. C'est juste que je crois que les gouvernants n'auront pas le choix de reporter compte tenu de la situation, parce qu'on fait peser sur la location, en enlevant justement des logements du parc, on va faire peser sur la location. J'ai des propriétaires qui aujourd'hui sont assez contents qu'on ne construise pas suffisamment, puisqu'ils disent de toute façon leur prix va augmenter. Donc, j'ai même l'histoire d'un propriétaire qui a 30 appartements et il y en a 7 qui ne peut pas louer.
Donc il ne va pas les louer. Et donc, alors on pourrait penser qu'il va perdre de l'argent. Lui, il considère que non. La plus-value étant, tellement il y a peu de logements et pas suffisamment construits, qu'il récupérera son argent à la sortie quoi qu'il arrive. Il attend peut-être un nouveau président aussi. Ouais, enfin, nous, en attendant, tout ce qui n'est pas construit maintenant nous met dans cette situation compliquée, notamment tous les Français. Là, la refondation que vous évoquiez par Dominique Estruy-Sassone, pourquoi pas ? On verra ce qui sera repris dans le futur projet de loi. Mais la refondation, ça prend du temps en général. Oui. Et est-ce qu'on a du temps ? C'est ce que dit Stéphane. Et moi, je pense qu'on n'en a pas. Et quand on voit les chiffres des loyers, quand on voit les difficultés de logement de toutes les classes, y compris la primo-accession, on n'a pas de temps. Et pour rebondir sur ce que disait Sylvain aussi, moi, je voudrais un grand soir de la fiscalité. Quand on est propriétaire d'un logement et qu'on loue, quand on est dans les tranches supérieures, on a 55% sur le revenu. On rajoute la taxe foncière, je crois que c'est maintenant monté à 2 mois quasiment. Oui. Plus tous les frais de gestion des agences qui sont énormes, n'est-ce pas ? Non, je plaisante en disant ça, mais en fait, la rentabilité. Défiscalisé. Voilà, la rentabilité de l'immobilier, elle est pas bonne et elle est inférieure en tout cas au capital. Et est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'on ait une rentabilité sur le capital à 30% et une rentabilité sur l'immobilier à 60-70%. Moi, je pense que non. Donc, une flat tax sur l'immobilier à 30%, comme sur le capital, ça résoudrait beaucoup de choses. Et c'est ce que dit Stéphane, ça permettrait d'avoir une autre vision que de dire taxe foncière, taxe d'habitation. On aura toujours le problème de je consomme, je ne paye pas sur la taxe d'habitation. Bon, ça, aux politiques aussi de faire leur boulot de politique. Mais si on avait déjà une flat tax sur l'immobilier, ça redonnerait une envie, une volonté à acheter et à mettre son logement à disposition. Sylvain Grattalot, vous voulez réagir ? Oui, je voulais réagir juste sur un terme. Je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ce que dit Norbert, mais c'est le mot rentabilité. C'est inaudible aujourd'hui. Et pour nos propriétaires, vous parlez de complément de revenus. En réalité, c'est ça. Il y a une logique de rentabilité qui est l'approche, je dirais, mathématique qui permet de dégager quelque chose. Mais il faut surtout considérer que les propriétaires, quand ils font l'acquisition d'un ou deux ou trois biens, c'est tout simplement pour compléter une retraite qui est difficile. Et donc, ce n'est pas une perte de rentabilité, c'est en réalité une perte de complément de revenus qui vient fragiliser une population qui doit rénover des bâtiments anciens, alors même que ces mêmes personnes sont aussi assez âgées. Donc, il y a une équation qui est assez compliquée. Voilà. Donc, la terminologie, à mon avis, doit aussi évoluer pour qu'on prenne vraiment la mesure des difficultés des propriétaires. Mais est-ce que parler de rentabilité aussi, c'est peut-être continuer d'espérer qu'on ait des investisseurs en immobilier ? Mais je crois inévitablement à ce qu'on puisse continuer à utiliser ces termes-là. Simplement, il faut que ceux qui sont en charge de prendre des décisions comprennent correctement les choses. Et je crois qu'on doit avoir une approche qui est autre, changer de paradigme, accepter que les propriétaires ne sont pas ceux, encore une fois, du 19e siècle, que c'est la France moyenne qui essaye tant bien que mal de pouvoir se loger et éviter à l'État d'avoir cette charge-là, et puis aussi un stock de logements qui permet aux autres Français d'être logés. Et ce rôle sociétal du propriétaire, il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas des catégories de personnes privilégiées, ce sont des acteurs du logement, au même titre que ceux qui, même à titre privé, ont un rôle beaucoup plus important, donc ceux qui sont un peu plus dimensionnés, et puis ceux qui en sont des professionnels. Et tous ensemble, on peut contribuer à loger les Français sans que l'État ne s'engage aussi violemment dans le logement et pourrait peut-être davantage assumer sa tâche régalienne qui est de s'occuper des plus démunis, des plus défavorisés. Et je ne crois pas que ce soit fait de ce point de vue-là. Ce qui est marrant, c'est cette terminologie de reconnaissance de l'investisseur, elle est dans le rapport du Sénat. Oui. Et c'est la première fois, moi, que je vois un document politique qui reconnaît l'intérêt économique et social du bailleur. Et environnemental. Je trouve que c'est génial et c'est un vrai sujet pour nous. Ouais. Je reviens à votre expression grand soir de la fiscalité. On dit toujours que le gouvernement est arc-bouté. Il y a quand même des choses finalement qui avancent. Je pense à la Cour des comptes qui déjà en 2003 disait que la taxe foncière c'était un impôt archaïque, un impôt complètement inégalitaire. On voit ce rapport du Sénat qui est sorti le 30 avril. Malgré des difficultés, on a quand même, je pense, une prise de conscience. Prise de conscience sur quoi ? Il y a une réforme de la fiscalité. On parlait de la réforme du coût du capital ou de la fiscalité sur le capital. Ça a été réformé parce que c'est un souhait du président. On voit bien que sur l'immobilier, c'est totalement archaïque. Dire que la taxe foncière est archaïque, les valeurs locatives datent de 1960, je regarde, 70. Elles vont être revues. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'elles vont être revues.
quel impôt n'est pas archaïque? Voilà. Est-ce que la TVA n'est pas un impôt injuste et archaïque? Si on rentre dans ces sujets fiscaux, on rentre vraiment dans le grand soir de la fiscalité. Donc on va attendre cette éventualité-là. Le pouvoir politique fait 2 erreurs au démarrage. Déjà, le secrétariat général de la planification écologique considère, parce qu'il est dans son rôle de réduire les gaz à effet de serre et aller vers le zéro carbone, donc il est dans ce rôle, il considère 250 000 logements à construire compte tenu de la démographie. Et tous les rapports successifs, et celui de Dominique Sassone-Estrosi également, sont autour de 450 000. Donc déjà, les comptes ne sont pas justes. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand la contraction de marché se passe par l'augmentation des taux, le pouvoir politique fait une deuxième erreur, celle de considérer qu'en ne faisant rien, les prix vont baisser. Ce qui ne s'est pas passé, bien Toujours évidemment, pas passé. et ce qui ne se passera pas, puisque moins vous construisez, moins vous avez de logements. Alors maintenant, on entend bien, le ministre aujourd'hui parlait d'un choc de l'offre, mais on a entendu le mot. Des mesures derrière, on voit bien qu'il s'occupe uniquement du social. C'est une chose importante, mais ça représente 15 à 16% du parc locatif. 65% du parc locatif aujourd'hui est soutenu par des petits propriétaires et non pas des grands groupes. Donc aujourd'hui, ces deux constats-là nous mettent dans cette situation. Donc il est temps de sortir de ces constats avec un vrai plan à long terme pour revoir la fiscalité, mais aussi peut-être... Alors dans la démographie, il paraît qu'elle descend, puisque le président a demandé à ce qu'on fasse plus d'enfants, mais personne ne prend dans ces calculs-là, et notamment le secrétariat général de la planification écologique, ne prend les migrations. Et aujourd'hui, les flux migratoires sont tellement forts qu'ils vont venir aujourd'hui peupler du sud vers le nord. Et donc c'est un vrai sujet. Je pense qu'on a besoin, tous les rapports successifs sont assez unanimes sur ce sujet-là, on a besoin de construire vite. La sénatrice, pour le coup, l'a très bien dit. Aujourd'hui, elle sait qu'en 7 ans, on a réussi à faire quelque chose parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. Je pense qu'il est temps de le faire pour mieux vivre ensemble. C'était une formule excellente. On va peut-être terminer avec le sujet du jour, le sujet du moment, puisque ce ne sera pas publié aujourd'hui, le projet de loi du ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Que pensez-vous chacun de ce texte dans sa version actuelle ? Je dirais, sur quels articles allez-vous distribuer des bons points et puis sur lesquels mettrez-vous quelques mauvais points? Sylvain Grattalou. Alors, d'une manière générale, si je dois noter la copie, elle n'a pas la moyenne. Elle n'a pas la moyenne parce qu'il y a beaucoup... D'abord, je pense que le projet se trompe de sujet, c'est-à-dire que c'est un hors-sujet. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est que je sens à travers un certain nombre d'articles une emprise de l'État sur le logement dans sa globalité. Je crois qu'il faut loger des Français qui sont dans la difficulté, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pourquoi ce serait uniquement les pouvoirs publics? On peut le faire et on le fait déjà. C'est-à-dire que l'encadrement des loyers, qu'est-ce que c'est si ce n'est une mesure sociale? Donc je pense qu'il faut commencer peut-être à raisonner autrement. D'abord, ce logement social, je ne comprends pas l'expression. Un appartement, c'est un appartement. En revanche, il y a des personnes qui sont dans la difficulté. Et ces personnes dans la difficulté peuvent être prises en charge aussi selon différents mécanismes par des personnes privées. Quand je vois aussi qu'il y a des droits de préemption qui peuvent être mis en place dans la perspective de réguler les prix, ça me pose aussi une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'on est assez éloigné du marché. Donc, est-ce que le social ou les bailleurs sociaux ne sont pas dans une dynamique de concurrence avec le secteur privé? Là, pour le coup, ce n'est pas sain du tout. Et quand on parle de social, ça me trouble un peu parce que ça veut dire qu'on a une économie qui n'est pas bonne. Moins on a de logements sociaux, plus on a des gens qui peuvent s'occuper et se loger par eux-mêmes. Et développer le logement social n'est pas, je trouve, un signe très positif sur du long terme. Stéphane Fritz. Alors, déjà, revenir sur l'encadrement des loyers, juste puisque ça a été cité par Sylvain. L'encadrement des loyers, c'est une mesure qui, bien évidemment, est bienveillante dans son démarche. Et on voit bien que le postulat de départ, c'est de faire du bien. C'est juste que sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et je peux l'expliquer pour le vivre au quotidien, avec nos agences dans les grandes agglomérations concernées par l'encadrement des loyers. Quand vous avez l'encadrement des loyers, c'est souvent sur une zone tendue. Sur la zone tendue, vous avez 25, 30 candidatures pour un logement. Et vous imaginez bien que le vendeur ne choisira pas la personne avec un revenu modeste, mais plutôt avec un revenu élevé. Donc ça revient, cet encadrement des loyers, revient à faire un cadeau aux riches pour ceux qui, de toute façon, auraient pu payer le loyer à son prix fort. Et donc ça ne vient pas soutenir l'investissement. C'est la première chose. S'agissant de la position du ministre, alors je ne serai pas aussi dur que Sylvain, il y a un bon point, il a dit choc de l'offre. Oui. Voilà. Et, le mauvais point, c'est que derrière, pour l'instant, il n'y a rien.
Donc ça, moi, je préfère encore une fois les propositions de la sénatrice aujourd'hui qui sont encore une fois conjoncturelles, structurelles, de court, de moyen ou de long terme. On parle aujourd'hui du soutien à la demande par alléger les conditions d'octroi du HCSF. Il faut quand même juste rappeler que 74% aujourd'hui des gens surendettés sont locataires. Que seulement 9% des gens surendettés sont propriétaires. Donc il y a un vrai sujet de ce point de vue-là. Il nous faut aller vers des conditions d'octroi un peu plus légères, laisser un peu plus les banques travailler sur ce sujet-là. Il n'y a pas danger, il n'y a pas péril en ce moment. On ne va pas surendetter les gens en leur prêtant sur 30 ans. On l'a fait il y a peu de temps. Donc cette condition-là, elle est quasi immédiate. Le report, encore une fois, de 2025 à 2028 pour pouvoir loger, c'est aussi immédiat. C'est pragmatique. Les conditions de PTZ, c'est pragmatique, c'est immédiat. Et encore une fois, un plan, par contre, à plus ou moins long terme, est une situation qui me plairait déjà d'autant plus. Oui, on en reste finalement à notre grand soir. Et vous, Norbert Fanchon ? Plusieurs éléments de réponse. C'est un projet de loi technique arriéré et qui ne correspond pas à la demande. Mais je commence par technique. Oui. Il y a des bonnes dispositions sur les recours, sur la possibilité de densification, enfin la réforme des lotissements. Enfin, c'est des bonnes mesures qu'on attend depuis 10, 20, 30 ans. Oui. Le problème, c'est que ce n'est pas au bon moment, c'est qu'on fait ça en 2024, on aurait dû faire ça en 2017, quand on avait effectivement besoin du choc de l'offre. Aujourd'hui, on a besoin d'un choc de la demande. C'est en ça où c'est un peu retour vers le futur. On nous sort un projet de loi bon, techniquement, mais qui ne correspond pas à la période. Et je crois que c'est ça qui, nous tous professionnels, nous agace profondément parce qu'on disait tout à l'heure, on alerte, on essaye de communiquer depuis des mois les uns et les autres. Et en fait, on n'a pas été entendu. Oui. Donc, on est un peu déçus. Par contre, le rapport de Dominique, effectivement, Estrosi Sassone, on sent qu'il y a eu consensus, on sent qu'elle a travaillé avec les professionnels et qu'elle en a ressorti la quintessence. Enfin, dernier point, pour réagir quand même à ce qu'a dit Sylvain, c'est que de ce rapport, de ce dossier de loi technique, on en fait un sujet politique. Et ça, je le regrette profondément parce qu'on est en train d'opposer HLM à bailleurs privés. Et c'est pas le sujet. Et en fait, le sujet, c'est plutôt d'être unis pour porter le logement dans la société, dans le gouvernement. Et là, on voit bien par rapport à ce que dit Sylvain, et je comprends ses déclarations. Moi aussi, comme je suis bailleur social, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Voilà, le sujet technique, on le transforme en politique, et on voit bien le ministre ce matin sur Europe 1, ils n'ont parlé que de HLM. Que de HLM et que de HLM. Absolument. Et le sujet, c'est la demande, le crédit. Et quand j'ai suivi les débats parlementaires sur le projet de loi COS, sur la réforme du HCSF, mais c'était lunaire. J'allais dire scandaleux. Oui. Alors, qu'il y ait des députés d'opposition qui s'opposent parce que la majorité propose des choses, pourquoi pas, mais qu'il y ait des députés de la majorité, pour ne pas citer la baronne, qui sabotent le projet COS. Enfin, moi, quand on sait la qualité des banques, la qualité du crédit en France, la qualité, ce que rappelait Stéphane, quand on octroie un crédit, les banques prennent toutes les sécurités, peut-être trop des fois, mais le crédit en France, c'est taux fixe sur des durées longues. Ça n'existe pas partout dans le monde, donc c'est génial. Et là, la majorité sabote le projet d'un de leurs collègues. Scandaleux. Oui, il y avait derrière un discours extrêmement politisé, on le sentait, et pas forcément une réflexion technique, alors que le sujet, finalement, n'appelait pas à grande réforme, au fond. C'est la première fois que j'ai écouté un débat parlementaire, donc j'étais un peu sidéré sur un sujet insignifiant, pas pour nous avec professionnels, fondamental, vide. Une assemblée vide, d'avoir un débat aussi bas, aussi politique. Alors, j'ai écouté la prochaine fois la loi de finances, parce que je pense que je vais redécouvrir le monde politique. Je suis pas sûr que ça m'incitera à voter, mais mais belle découverte en tout cas de faire de ce qui se passe dans notre démocratie aussi. Eh bien, au moins, vous serez tous d'accord sur une chose, c'est qu'il peut être très intéressant de regarder les débats parlementaires. En tout cas, on a de la chance de les avoir sur nos sites internet. Et il faut peut-être aussi avoir un œil plus averti sur tout cela. On est arrivé à la fin de cet épisode. Eh bien, je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et puis, je vous dis peut-être à très bientôt pour un autre sujet. Merci.